Il existe un système qui génère de l'électricité depuis votre toit. Il n'a besoin ni de panneaux solaires ni de batterie. Il n'a besoin ni de permis ni de contrat avec qui que ce soit. Il coûte à peine quelques pesos mexicains en matériaux de quincaillerie. Il a été découvert il y a plus de 200 ans. Les compagnies électriques l'ont enterré avant votre naissance. Elles ne l'ont pas enterré parce qu'il ne fonctionnait pas. Elles l'ont enterré parce qu'il fonctionnait trop bien. L'électricité que l'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas la facturer, et ce qui ne se facture pas ne soutient pas une industrie de 400 000 millions de dollars par an. Voici l'histoire du générateur qui tient dans votre poche. Bienvenue sur Raciles Interdites. Si ces histoires vous importent, abonnez-vous et activez la cloche. Ici, nous ouvrons les coffres-forts que l'industrie a fermés à clé. En 1821, un physicien nommé Thomas Seebeck avait deux bandes de métal dans son laboratoire. Une bande était en cuivre brillant, l'autre en bismuth gris foncé. Il les relia par les extrémités en formant un circuit fermé. Puis il chauffa l'une des extrémités avec la paume de sa main. L'aiguille de la boussole qu'il avait à côté commença à bouger. Seebeck resta paralysé en regardant cette aiguille. Il avait généré un champ électromagnétique avec la chaleur de sa main, sans combustible, sans étincelle, sans réaction chimique. Seulement deux métaux différents et une différence de température. Il publia ses résultats cette même année. Des scientifiques de toute l'Europe reproduisirent l'expérience dans leur laboratoire. Tous obtinrent le même résultat. L'effet fut baptisé de son nom, effet Seebeck. Deux métaux distincts plus chaleur différentielle égale électricité. Aussi simple que cela, aussi brutal que cela. Et cette simplicité est précisément ce qui rend cette histoire si dérangeante, car plus un principe est simple, plus il est difficile de justifier qu'il ait été effacé de la connaissance populaire pendant si longtemps. 80 ans plus tard, en 1902, les ingénieurs comprirent l'échelle réelle de la découverte. Wilhelm Hahlwachs documenta que les toits métalliques exposés au soleil généraient des différences de température constantes. Un toit en zinc à midi peut atteindre 70 degrés Celsius. Le même toit, à 3 heures du matin, descend à 10 degrés, une différence de 60 degrés Celsius chaque jour sans rien faire. Hahlwachs connecta des bandes de cuivre et de fer galvanisées à ce toit métallique. Le système généra du courant électrique continu pendant 12 heures, sans intervention humaine, sans combustible, sans coût. Des fermes en Allemagne, en Autriche et en Suisse commencèrent à utiliser des versions artisanales du système. Des agriculteurs sans accès au réseau électrique construisaient des thermogénérateurs avec du cuivre et du fer de quincaillerie. Le système le plus basique coûtait l'équivalent actuel de quelques pesos mexicains. C'est ici que l'histoire devient étrange. En 1923, les grandes compagnies électriques lancèrent leur expansion massive. Elles tendirent des câbles à travers toute l'Europe et l'Amérique du Nord en moins de 15 ans. Avec les câbles arrivèrent les contrats signés et les compteurs installés sur chaque mur. Arriva aussi l'idée que générer sa propre électricité chez soi était dangereux. Ce ne fut pas un accident. Ce fut une campagne documentée de relations publiques industrielles. Les thermogénérateurs artisanaux disparurent des manuels de physique appliquée, disparurent des catalogues de quincaillerie et des ateliers d'électricité, disparurent complètement de la conversation publique, mais l'effet Seebeck ne disparut pas. Les lois de la thermodynamique ne peuvent être ni brevetées ni achetées. On peut seulement vous faire oublier qu'elles existent. Et c'est la première vérité importante. Ce système ne dépend pas d'une mode, ne dépend pas d'une marque, et il ne dépend pas d'une promesse commerciale. Il dépend d'une loi physique. Quand deux métaux distincts présentent une différence de température entre leurs jonctions, apparaît une différence de potentiel électrique. Autrement dit, quand une partie de votre système est plus chaude et l'autre plus froide, la différence thermique elle-même commence à pousser la charge électrique. Il n'y a pas de truc, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de magie, il y a de la physique. Maintenant les chiffres, parce que les chiffres sont impossibles à ignorer. Une cellule de cuivre et de fer avec une différence de 30 degrés Celsius génère entre 0,2 et 0,7 volts. Cela semble peu avec une seule cellule de métal, et ça l'est si l'on espère alimenter une maison entière avec une unique jonction. Mais ce ne fut jamais la logique de ces systèmes. La logique réelle réside dans le fait d'additionner, de répéter et d'exploiter le principe encore et encore.
Connectez 20 cellules en série et vous obtenez entre 4 et 14 volts, suffisant pour charger un téléphone directement depuis le toit dans des conditions adéquates. Suffisant pour alimenter un éclairage LED de secours pendant toute la nuit. Un chercheur de l'université de Fribourg documenta cela en 2017. Une matrice de cellules thermoélectriques avec 50 degrés de différence génère jusqu'à 120 watts par mètre carré, sans panneau photovoltaïque, sans onduleur à 10 000 $ installé sur le toit. La différence entre votre toit à midi et ce même toit à l'aube dépasse facilement les 25 degrés. Cela se produit dans presque n'importe quelle zone climatique de la planète, les 365 jours de l'année. Ici, il convient de comprendre quelque chose qui apporte une valeur réelle et qui n'est presque jamais bien expliqué. En électricité, une sortie faible ne signifie pas une sortie inutile. De nombreuses technologies fonctionnent justement parce que plusieurs petites unités se connectent entre elles. C'est ainsi que fonctionnent les batteries. C'est ainsi que fonctionnent de nombreux assemblages modulaires. C'est ainsi qu'opèrent de nombreuses sources de secours. La différence ici est que la source primaire n'est ni une réaction chimique, ni une cellule photovoltaïque. C'est une différence thermique quotidienne qui existe déjà au-dessus de votre maison, même si on ne vous a jamais appris à la voir comme une source d'énergie. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous en savez déjà plus sur l'énergie indépendante que 99% des gens. Abonnez-vous et partagez avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler ce qu'on nous a fait oublier. Maintenant, restez avec moi, ce qui suit est la partie que personne ne veut que vous entendiez. Alors, pourquoi est-ce que ce n'est pas partout ? Parce qu'aucun électricien ne vous l'a jamais mentionné. L'industrie électrique mondiale génère 400 000 millions de dollars par an rien qu'en distribution et facturation d'électricité résidentielle. Le modèle est simple. Ils produisent, vous consommez, ils facturent chaque mois. Pour que ce modèle fonctionne, vous devez dépendre d'eux absolument. Vous ne pouvez pas avoir d'alternative. Vous ne pouvez pas avoir de plan indépendant. L'effet Seebeck est exactement cela. Un plan qui n'a pas besoin de leur permission. On ne peut pas breveter les lois de la physique. On ne peut pas créer de dépendance quand quelqu'un génère de l'électricité depuis son propre toit. On ne peut pas facturer un compteur à celui qui n'a pas besoin du réseau. Le modèle économique entier de la distribution électrique dépend de votre ignorance, et c'est pour cela que les thermogénérateurs artisanaux ont dû disparaître des livres. Non pas parce qu'ils étaient dangereux, mais parce qu'ils étaient trop indépendants. L'industrie des panneaux solaires ne veut pas non plus que vous le sachiez. Ce marché brasse 150 000 millions de dollars par an et croît à 2 chiffres. Un panneau solaire basique pour la maison coûte entre 55 000 et 145 000 pesos mexicains déjà installés. Un thermogénérateur artisanal en cuivre et en fer coûte à peine quelques pesos mexicains en matériaux de quincaillerie. L'un peut se vendre, l'autre non. L'un génère une dépendance envers des installateurs certifiés, l'autre non. L'un nécessite des onduleurs, des régulateurs et des garanties d'usine, l'autre seulement 2 métaux et de la chaleur. Voici la partie qui devrait vous mettre en colère. La technologie a toujours existé. Le savoir a toujours été disponible, on vous a simplement appris à regarder ailleurs. Dans de nombreux endroits d'Amérique latine, surtout en dehors des grandes villes, survit encore une façon de penser plus pratique et plus directe. Utiliser ce qu'on a sous la main. Comprendre le climat, observer les matériaux. Résoudre avec ingéniosité. Tôle, fil de fer, ombre. Soleil, ventilation. Outils de base. Ce type de système s'inscrit naturellement dans cette tradition de résoudre avec un savoir utile et non avec une dépendance totale. C'est pourquoi l'idée n'a pas seulement une valeur technique, elle a aussi une valeur culturelle. Elle redonne une manière de regarder la maison et l'environnement comme quelque chose d'actif, et non comme quelque chose de passif. Maintenant, je vais vous montrer exactement comment le construire. Vous avez besoin de câbles de cuivre calibre 14, le même que l'on vend dans n'importe quelle quincaillerie. Vous avez besoin de fils de fer galvanisés calibre 16. Vous avez besoin de rubans isolants et d'un multimètre basique pour mesurer le voltage. Le coût total en matériaux ne dépasse pas 55 pesos mexicains dans une version minimale et expérimentale selon les prix locaux. Première étape, coupez 1 mètre de câble de cuivre et 1 mètre de fil de fer galvanisé. Deuxième étape, torsadez les 2 fils ensemble à l'une de leurs extrémités formant la jonction chaude. Cette jonction va au point le plus chaud de votre toit, sur la tuile métallique exposée au soleil.
Troisième étape, séparez les extrémités opposées et connectez-les au multimètre. Cette extrémité séparée est la jonction froide qui doit rester à l'ombre ou à l'air libre. Quatrième étape, mesurez le voltage entre les deux pointes avec le multimètre en mode courant continu. Avec 30 degrés de différence entre les deux jonctions, vous verrez entre 0,2 et 0,5 volts. C'est l'effet Seebeck qui fonctionne sur votre toit en temps réel. Pour augmenter la puissance, construisez davantage de paires et connectez-les en série. Chaque paire supplémentaire ajoute du voltage au système total du toit. Avec 20 paires connectées en série, vous avez suffisamment de voltage pour charger une batterie externe portable. Mais voici l'une des clés pratiques qui apporte le plus de valeur et que beaucoup de gens négligent. Le rendement ne dépend pas seulement du métal que vous utilisez, mais aussi de la qualité avec laquelle vous maintenez la différence entre la partie chaude et la partie froide. Si les deux jonctions se rapprochent trop en température, le voltage chute. Si la jonction froide reçoit trop de chaleur, le système perd en puissance. Si la jonction chaude n'est pas réellement au point de plus grande exposition solaire, vous perdez aussi en rendement. En d'autres termes, ce n'est pas seulement une question de matériaux, c'est une question de conception thermique. Cela signifie que l'orientation du toit compte, la ventilation compte, l'ombre compte, la façon dont vous fixez la jonction chaude au métal compte. Même l'heure de la journée et le type de tôle peuvent changer la lecture. Non pas parce que le principe échoue, mais parce que vous travaillez avec de petites différences et chaque détail compte. Pour quelqu'un qui comprend cela, le système cesse d'être une curiosité et devient un véritable outil expérimental. Un campeur à Oaxaca a construit un système de 30 paires dans sa cabane sans réseau électrique. Il l'a utilisé pendant 2 ans pour alimenter un éclairage LED et charger sa radio de secours. Le coût total de son installation fut d'environ 160 pesos mexicains en matériaux de quincaillerie du village. 160 pesos mexicains. 2 ans d'électricité indépendante, sans contrat, sans compteur, sans facture. La différence entre ce campeur et 98% des gens est simple. Ils savaient que la physique n'a pas de prix. Ils savaient que la chaleur du soleil sur le toit en zinc est de l'énergie réelle que personne ne peut lui facturer. Et ils savaient que construire sa propre source d'énergie n'est pas un acte technique, c'est un acte d'indépendance. Cela explique aussi pourquoi ce savoir a autant de force. Parce qu'il change la manière dont vous voyez la maison. Le toit cesse d'être juste un toit. Il devient une surface active. La chaleur cesse d'être une nuisance et se transforme en ressource. L'aube cesse d'être simplement de l'air froid et devient le contraste qui complète le circuit. Quand vous comprenez cela, vous ne regardez plus votre environnement de la même façon. Cela change aussi la manière dont vous comprenez l'autosuffisance. Beaucoup de gens croient que l'indépendance énergétique signifie acheter le système le plus cher, le plus complexe et le plus fermé. Mais ce principe rappelle quelque chose de bien plus ancien. D'abord, vous comprenez le phénomène, ensuite, vous l'exploitez. D'abord, vous comprenez la différence thermique, ensuite, vous réfléchissez à comment la multiplier. D'abord, vous observez l'environnement, ensuite, vous construisez. Cet ordre importe parce qu'il redonne le contrôle à la personne ordinaire. Et il y a autre chose. Les grands systèmes commencent généralement par de petites expériences. Personne n'apprend une technologie modulaire en commençant par sa version la plus coûteuse. On commence avec une unité, avec une lecture, avec un essai, avec une amélioration. On commence en comprenant ce qui se passe à midi, ce qui se passe à la tombée de la nuit, ce qui arrive quand le vent souffle, ce qui change quand la jonction froide est mieux isolée de la chaleur. Cette observation vaut de l'or, parce qu'elle transforme une idée abstraite en savoir propre. Ce savoir n'est pas mort. Il attendait que quelqu'un ouvre le coffre-fort et le mette en lumière. Si cette vidéo a changé la façon dont vous voyez le toit de votre maison, abonnez-vous à Racines Interdites et partagez-la. Chaque fois que cette vidéo est partagée, l'industrie perd un consommateur captif. Chaque installation artisanale de cuivre et de fer est une facture qui n'arrive pas à la fin du mois. Ce n'est pas un tutoriel, c'est de la résistance. Et c'est peut-être la partie la plus importante de toutes. Il ne s'agit pas seulement d'un voltage, il ne s'agit pas seulement de quelques câbles, il ne s'agit pas seulement d'une lecture sur le multimètre. Il s'agit de retrouver l'habitude de penser par soi-même,
de regarder une surface chaude et de se demander s'il y a là de l'énergie gaspillée. De comprendre que bien souvent, la frontière entre dépendance et indépendance ne se trouve pas dans une grande machine, mais dans un principe simple que quelqu'un a décidé de retirer de votre vue. Le prochain coffre-fort s'ouvre bientôt et ce qu'il contient pèse encore plus lourd.